Écoutez, le problème de la démocratie, c'est que la démocratie fonctionne bien depuis le retour du système représentatif, après 21 ans de gouvernement militaire qui était un gouvernement de démocratie restreinte. Mais cette démocratie souffre d'un certain nombre de maux et il est très difficile de réformer la situation actuelle parce que justement c'est le Congrès qui devrait décider de réformer et le Congrès actuel bénéficie des dysfonctionnements de la démocratie. Je m'explique. Vous avez d'abord une constitution, la constitution de 1988, qui est une constitution post-autoritaire dans laquelle on a mis des tas de données qui habituellement relèvent de la loi ordinaire. C'est une constitution qui a près de 300 articles. La constitution française en a 90. Et comme disait Napoléon, les bonnes constitutions doivent être courtes et obscures. Et celle-ci est très précise sur des tas de choses qui ne relèvent pas de la Constitution. La Constitution, c'est une règle du jeu. Là, on vous dit, dans tous les États, il y aura deux polices qui s'appelleront police militaire, police civile, etc. Tout ça, ça ne relève pas de la Constitution. Donc, quand on veut bouger quelque chose, changer quelque chose, il faut des amendements à la Constitution. Et ça, c'est très lourd parce qu'il y a deux chambres au Congrès et les procédures parlementaires sont très formalistes, très longues et très lourdes. Deuxièmement, il y a cette multiplication des partis qui est due à une loi électorale qui favorise la multiplication des partis. En fait, au Brésil, il y a deux partis importants. C'est le parti social-démocrate brésilien de M. Cardoso, disons centre-droit, et puis le Parti des travailleurs de M. Lula ou de Mme Dilma Rousseff, qui est au centre-gauche. Eh bien, ces partis, lors des élections, ils ont à la Chambre des députés environ un cinquième député. Donc, ils doivent entrer en coalition, en alliance, avec des tas de petits partis locaux qui n'ont pas de responsabilité nationale, et même s'ils annoncent, c'est de manière très limitée ou passagère. Et ce qu'on appelle le présidentialisme de coalition ne permet pas toujours d'avoir des orientations fermes et aussi implique souvent des marchandages qui peuvent aller jusqu'à la corruption. D'où l'affaire de la mensualité versée à des partis alliés pour voter les projets de loi du gouvernement du Parti des travailleurs de M. Lula da Silva. Voilà pourquoi il y a un vrai problème. Et la réforme n'est possible que si le Congrès veut bien. Mais le Congrès n'aurait pas de raison de réformer puisqu'il se trouve bien de cette situation. Voilà. Donc là, il y a vraiment un vrai problème. Écoutez, le problème de l'inégalité au Brésil est un problème qui n'a pas été résolu. Figurez-vous que 124 Brésiliens possèdent 12,3% de la richesse nationale. Vous voyez ça? 124 personnes. 12,3% de la richesse nationale. Et si vous regardez le fameux indice de Gini qui permet de mesurer l'inégalité, le Brésil reste le pays le plus inégalitaire d'Amérique latine. Alors, on a réduit la pauvreté, ça c'est vrai. On a réduit la pauvreté de moitié, grâce à la création d'emplois, à des allocations sociales importantes. Peu ou prou, une quarantaine de millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté, ils sont passés dans les classes moyennes populaires, les classes moyennes pas encore totalement moyennes, mais enfin qui ne sont plus des pauvres. Mais les inégalités n'ont pas bougé. Et même certains considèrent qu'elles se sont aggravées dans la dernière période, dans la période de 2003-2010, la période de forte croissance. Les retombées de la croissance ont été bonnes pour les pauvres, puisqu'on a créé à peu près 1 million d'emplois par an, ce qui est pas mal. Mais la concentration de la richesse s'est poursuivie. Alors, généralement, quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité aussi géographique. C'est vrai, il y a plusieurs Brésils. Il y a un Brésil développé
au sud, São Paulo, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul. Il y a un Brésil sous-développé, ou en voie de développement, parce qu'on dit plus sous-développé maintenant, on dit en voie de développement au nord-est, et bien un Brésil non développé dans l'Amazonie. Ça, c'est toujours une vérité, mais il faut la nuancer, parce qu'au nord-est, il y a une industrialisation dans l'état de Bahia, dans l'état de Pernambouc, qui compte. Et même dans l'Amazone, on a à Manaus une zone industrielle franche, une zone franche industrielle, qui représente un élément de modernité, de développement qui n'existait pas il y a 40 ans, 50 ans. Donc le Brésil change, mais les inégalités restent très fortes. Et l'effet d'entraînement du Sud n'est pas encore arrivé à toutes les régions, tous les États de cet immense pays, 15 fois comme la France. Alors, je ne voudrais pas fâcher les féministes, mais je considère, et je persiste et signe, que l'arrivée à la présidence de la République de Lula est un événement d'un immense retentissement. Aussi important que l'arrivée d'un noir à la Maison-Blanche aux États-Unis. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de situation identique ni de précédent. C'est la première fois que dans un grand pays, 7e économie mondiale, un ouvrier, un travailleur manuel devient président. Le seul précédent, c'est Lech Walesa en Pologne, mais c'est quand même une situation un peu particulière, puisque c'était l'effondrement du communisme, etc. C'est pour ça que je considère que c'est très important, et certainement plus important que l'arrivée à la présidence de Mme Dilma Rousseff. Pourquoi? Bien parce que des femmes présidents, il y en a d'autres. Il y a eu Mme Bachelet au Chili, il y a une présidente au Costa Rica, il y en a une au Panama précédemment. Dans le monde, il y en a d'autres. Il y en a eu au Sri Lanka, il y en a eu en Afrique. Mais Mme Dilma Rousseff, elle a fait des études supérieures, elle est dans le moule des gens qui deviennent présidents. Bon, elle est femme, je dirais que c'est la première fois au Brésil, mais elle est dans le moule des gens qui deviennent présidents au Brésil, qui sont des ingénieurs, des généraux, des sociologues, des gens qui appartiennent aux couches supérieures. Le cas de Lula est absolument unique au monde. En France, en Europe, on n'a jamais eu un ouvrier qui est devenu président de la République. Ni en France, ni nulle part ailleurs. Donc, c'est pourquoi je considère que cette situation mérite d'être soulignée et signifie quelque chose. Ça signifie qu'il y a une capillarité sociale, qu'il y a une capacité de promotion sociale dans ce pays qui est très inégalitaire. C'est un des paradoxes, très inégalitaire, et en même temps, le seul pays au monde où un ouvrier peut devenir président de la République. Voilà, ça fait partie des paradoxes brésiliens. Alors, ça n'a pas commencé il y a quelques semaines, ça a commencé fin juin. C'est juin, juillet, août, et puis ça a repris un peu en septembre. Vous savez qu'au départ, c'était pour une question de prix des transports. Et puis, les prix des transports, on est passé à la qualité des transports, ou à l'absence de transports, ou à la vétusté des transports. Et ça, c'est un problème récurrent au Brésil. Et de temps en temps, il y a des flambées comme ça. Mais là, c'est devenu une flambée avec une dimension politique. Pourquoi? Parce que, justement, il y a des expectatives plus fortes, dans la mesure où le niveau d'éducation est plus élevé, où il y a toute cette nouvelle classe moyenne qui n'a pas envie de retomber dans la pauvreté, et qui voit que les choses ne vont pas et qui peut s'exprimer. Parce qu'au départ, ce sont des étudiants qui sont dans la rue, mais beaucoup de ces étudiants sont issus de milieux extrêmement modestes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont signalé? Parce que tout ne s'est pas limité à demander ou passe au livre et le fait de ne pas payer pour les étudiants les transports urbains. Ils ont demandé, c'est d'avoir des services de qualité et dans l'éducation, dans la santé et dans les transports. Ils se sont indignés, comme les indignados
de Madrid, comme les Occupy Wall Street à New York, contre les dépenses énormes pour le mondial de 2014 et pour les Jeux olympiques 2016, qui sont des dépenses de prestige. Et là, ce qu'on a vu, c'est tout à fait intéressant et tout à fait significatif. On a vu des citoyens, fiers de leur pays, passionnés de football aussi, opposer la qualité de la vie quotidienne qu'ils souhaitent aux dépenses de prestige qui permettent au Brésil de rayonner et d'être reconnu dans le monde. D'abord, il y a eu deux phases dans la réaction publique face à ces manifestations. La première, c'était à São Paulo, c'est local, hein, une répression très très maladroite. Et aussitôt, la réaction du gouvernement fédéral a été de sympathie, d'empathie, de compréhension. Et ça a pas mal démobilisé les manifestants, d'autant plus qu'il y a eu du vandalisme, il y a eu des violences qui n'ont pas plu à des manifestants, qui étaient des manifestants citoyens, motivés, qui voulaient que les choses avancent. Ils ne venaient pas là pour s'exprimer, ils venaient là pour faire passer un message. Ce message a été entendu, ils sont rentrés chez eux. Alors, le message était politique aussi, c'était sur la corruption. Et la corruption, c'est le système politique, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, la présidente a dit on va faire des réformes politiques, on va faire une nouvelle constitution, ou on va changer la loi électorale. Oui, mais tout ça, il faut que le Congrès l'accepte. Et le Congrès a mis des bâtons dans les roues au gouvernement fédéral et à la présidente, et pour le moment, il ne s'est rien passé. Et il n'est pas évident que ça entraîne une mutation du système politique et encore moins un renouvellement des élites politiques.